En Esther, vous appelez Esther. Maintenant, tout le monde en ville va être au courant. Il y a un épisode de Sanford and Son que la plupart des gens n'ont jamais vraiment vu. Pas la vraie version, en tout cas. Les chaînes de télévision l'éditent discrètement depuis 50 ans. Elles floutent les bouches. Elles coupent Diane des Cézanne. Elles passent même au noir plus tôt. Red Fox savait que cela arriverait, mais il l'a quand même filmé. Il a dit que lui seul pouvait prononcer cette réplique. Les membres originaux de la distribution ont gardé le secret jusqu'à présent. Ce qu'il révèle à propos de cette scène interdite va vous choquer. Et cela explique pourquoi Sanford and Son n'a plus jamais été tout à fait la même après cette nuit-là. Personne n'en parle jamais, mais Sanford and Son n'est pas né dans le sud de Los Angeles. Il est né dans un petit endroit à Londres appelé Shepherd's Bush. Au début des années 1960, l'émission britannique Steptoe and Son attirait 28 millions de téléspectateurs chaque semaine. C'était plus de la moitié de la population britannique. Un producteur américain nommé Joseph Ilavin a vu les chiffres et a acheté les droits en 1965. Au début, ce n'était même pas censé être une émission noire. La version américaine était écrite sur des ferrailleurs italo-américains blancs. Ils s'appelaient Albert et Tony Soragnano. Les dirigeants pensaient qu'une émission noire ne survivrait pas à la télévision aux heures de grande écoute. Mais les choses ont changé en 1971 lorsque NBC a jeté un nouveau regard. Bud Yorkin, l'un des producteurs, a dit à ses auteurs de prendre un risque. Il a dit « Situez-la dans le sud de Los Angeles et donnez-lui des rôles principaux noirs ». Norman Lear l'a soutenu et a dit que Archie Bunker avait besoin d'une contrepartie noire. Ce seul changement, le remplacement de deux ferrailleurs blancs par Fred et Lamont Sanford, a fait plus que renverser le scénario. Il a ouvert la télévision à des émissions comme Good Times et The Jeffersons. Tout cela parce que quelqu'un a dit oui à un ferrailleur avec une camionnette au lieu d'une charrette à cheval. Pendant ce temps, cette pièce était au sommet. All in the Family venait d'atteindre la première place. NBC était coincé à la troisième place. Norman Lear ne pouvait rien proposer de nouveau à CBS à cause de son contrat. Il s'est donc associé à nouveau à Bud Yorkin, mais cette fois en secret. Il a dit à Yorkin « Mettez Fred Sanford en face d'Archie Bunker et vous obtiendrez une dispute d'un océan à l'autre. » NBC a sauté rapidement. Le président Herb Schloer a lu le scénario et a donné son feu vert à 13 épisodes seulement 4 heures plus tard. C'était le 17 août 1966 lorsque Sanford and Son a été diffusé pour la première fois le 14 janvier 1972. Il a atteint la 6e place du classement Nielsen lors de sa première semaine. Il a attiré 21% de l'audience d'Archie Bunker. Cette seule action a aidé NBC à remonter dans la course et à prouver que les comédies honnêtes de la classe ouvrière pouvaient vivre sur les deux côtes. Mais voici ce qui a failli tuer l'émission avant même qu'elle ne commence. En avril 1965, Joseph Ilavin avait déjà essayé de lancer Steptoe and Son aux États-Unis. Il a choisi Lee Tracy, nominé aux Oscars, et l'acteur dur Aldo Ray comme père et fils. Il a dépensé 145 000 $ pour un pilote de 30 minutes filmé à Disolcahena. Il l'a montré à ABC et CBS, ils ont tous les deux dit non. L'un d'eux a qualifié le décor de la casse de trop sombre pour la télévision couleur. Et comme Lavin détenait toujours les droits américains, personne d'autre ne pouvait toucher au format pendant 6 ans et demi. Le contrat a finalement pris fin en décembre 1971. En moins de 3 semaines, Yorkin et Lear ont racheté les droits pour 40 000 $. Cet automne-là, ils ont filmé la version que nous connaissons tous. Ainsi, pendant près d'une décennie, un mauvais pilote en noir et blanc a gardé l'une des plus grandes sitcoms de l'histoire de la télévision dans un tiroir. Même Red Fox a failli ne pas y arriver. NBC voulait d'abord l'acteur de Broadway, Calvin Little. Il venait de jouer dans Pearly. Ils lui ont offert le scénario en mai 1971. Il l'a lu et a dit « C'est drôle, mais je ne peux pas passer ma 6 ans à traiter mon fils de crétin. » Il a donc refusé.
C'est alors que Yorkans a vu Red Fox faire une courte scène dans Cotton Comes to Harlem. Fox a crié « Donnez-moi mon argent, dindon !» et la foule s'est déchaînée. C'était ça. Le 12 juin 1971, Red Fox a signé l'accord. Il a reçu 4 500 $ par épisode. C'était la moitié de ce que gagnait Archie Bunker. Mais Fox a également conservé les droits sur tous ses anciens numéros de Vegas. Calvin Little a déclaré plus tard dans une interview à Jet qu'il se maudissait tous les vendredis soirs à 20h parce que les slogans de Red avaient fini par rapporter 30 millions de dollars en syndication. Un acteur a dit non. Cela a laissé la place à un comique de 50 ans du circuit Chitlin pour changer le son de la télévision américaine. CBS a eu la première chance de l'acheter. Lear et Yorkin leur ont donné le pilote le 4 octobre 1971, la même chaîne que All in the Family. Fred Silverman, qui s'occupait de la programmation, a dit qu'il ne voulait même pas regarder. Un seul baril de poudre de Lear suffit, leur a-t-il dit. York a offert de faire une lecture en direct. CBS a quand même dit non. Ils n'ont rien dépensé, pas même 30 minutes. 3 jours plus tard, 2 dirigeants de NBC, Herb Schloer et Mort Werner, se sont envolés pour Burbank. Ils ont regardé Fox et Damon Wilson faire d'eux sa scène en direct. En 15 minutes, ils se sont serrés la main et ont commandé 13 épisodes. NBC a payé 25 000 $ pour le scénario. C'était tout. Pas de nouveau tournage du pilote. Cette décision a mené à 136 épisodes sur 6 saisons. En 1975, c'était la plus grande vache à lait de NBC. CBS a estimé plus tard qu'elle avait perdu 300 millions de dollars de bénéfices de syndication. Tout cela parce qu'ils ne voulaient pas prendre une demi-heure pour une comédie de casse. Lorsque l'émission a été diffusée le 14 janvier 1972, personne ne savait ce qui allait se passer. NBC l'a placée dans la case horaire du vendredi soir à 20h, celle que les chaînes abandonnent habituellement. Sanford & Son est devenue la première série aux heures de grande écoute avec une distribution presque entièrement noire depuis les années 1950. Les dirigeants avaient peur. Les gens regarderaient-ils? Les annonceurs partiraient-ils? Mais ça a explosé. La première semaine seulement, elle a volé 16% de l'audience de la famille Brady. Ce succès a été si fort qu'ABC a mis fin à la famille Brady 2 saisons plus tard. Les leaders des droits civiques l'ont loué. Le magazine Variety a écrit que NBC venait d'intégrer les salons américains. Le 14 janvier 1972 est devenu plus qu'une date de télévision. C'est devenu la nuit où un ferrailleur a brisé la ligne de couleur en grand. Les chiffres ont continué d'augmenter. Nielsen pensait que ce serait moyen. Ce n'était pas le cas. La saison 1 s'est classée 6e avec une cote de 25,2. Cela signifiait que 15,6 millions de foyers regardaient. La saison 2 est allée encore plus haut. Elle a atteint la 2e place avec une cote de 27,6, juste une fraction derrière All in the Family. Elle a ajouté 2,3 millions de foyers supplémentaires. Les annonceurs ont vu ce qui se passait et se sont précipités. Un spot de 30 secondes coûtait 33 000 $ en 1972. Au début de 1973, il a dépassé les 50 000 $. L'émission s'est transformée en guichet automatique de NBC. Aucune comédie avant ou depuis n'a connu une croissance aussi rapide en seulement 10 mois. En 1974, quelque chose d'incroyable s'est produit à la télévision. Sanford & Son a obtenu une cote Nielsen de 29,6. C'était seulement 0,8 derrière l'imbattable All in the Family. Cela signifiait que plus de 76 000 foyers regardaient tous les vendredis soirs à 20h. Et voici la partie folle. Elle détenait la tristement célèbre case de la mort. La plupart des émissions n'ont pas survécu à cette heure, mais Fred Sanford n'a pas seulement survécu. Il a dominé. Il y avait un autre secret. Red Fox n'était pas vieux. Il n'avait que 49 ans. Mais Fred Sanford devait avoir l'air d'en avoir 65.
Alors, chaque jour de tournage, à partir de 16 heures, il le vieillissait. D'abord, le maquilleur tamponnait du latex sur sa mâchoire et son front, puis le poudrait pour simuler une peau flasque. Cela prenait 20 minutes. Ensuite, des mèches grises étaient collées dans sa barbe et ses cheveux. Fox appelait le flacon de colle « vieil homme instantané ». Enfin, il y avait les chaussures. Ce n'étaient pas des bottes de travail normales. Elles avaient des tiges en acier et des poids en plomb d'une demi-livre à l'intérieur. Dès qu'il les a lacées, ses épaules se sont affaissées, son dos s'est courbé et cette démarche lente est apparue. Il a perdu 3 cm de hauteur. Fox plaisantait. Les bottes, c'était comme marcher avec 2 Buicks aux pieds. Mais sans les rides et le poids, il n'y avait pas de Fred G. Sanford. Et puis, il y a eu la crise cardiaque. Red Fox l'a rendu célèbre. Il serrait sa poitrine, levait les yeux au ciel et criait « C'est la bonne, je viens te rejoindre, Elisabeth ». Ce n'était pas qu'une blague. Cela venait de sa mère, qui s'évanouissait pour rire lors des réunions de famille. Il a fait le numéro 36 fois dans l'émission. C'est devenu si connu que les ambulanciers de Los Angeles ont surnommé les faux appels « Sanford Specials ». Et puis, il y a eu la réplique qui a choqué l'Amérique. Au milieu de la scène, Fred a crié « Regardez tous ces ici, assez ici pour faire un film de Tarzan ». Elle a été diffusée à exactement 12h43 sans censure. Elle a déclenché 257 appels de plainte en une seule journée. C'était le triple du nombre hebdomadaire normal de NBC. Les capteurs avaient bloqué la réplique. Mais Red Fox avait un contrat de 1973 qui lui donnait le dernier mot sur le vernaculaire, reflétant le discours afro-américain. Il s'est battu dur pour cela. Il a dit que ça devait faire mal pour faire passer le message. NBC a paniqué. Il craignait les amendes de la FCC, mais il n'y en a pas eu. La faille de l'heure familiale venait de se mettre en place et 20 heures était maintenant. Un jeu équitable. Des années plus tard, les versions syndiquées ont mis en sourdine la première syllabe. Mais lorsque Peacock a mis l'épisode en ligne en 2022, ils l'ont entièrement restauré, en ajoutant un avertissement de 10 secondes avant sa diffusion. Aucune autre sitcom classique n'avait jamais fait cela. Ce qui a suivi a été plus fort que tout ce qu'ils attendaient. L'épisode a été enregistré dans le Stage 9 de NBC devant 220 personnes. Lorsque Fox a prononcé la réplique choc sur Tarzan, le public a explosé. Les rires ont rugi pendant 23 secondes consécutives. Il a atteint 48 dB, plus fort que le thème musical lui-même. Le réalisateur a dû arrêter les caméras. La prochaine réplique de Fox n'a même pas pu être entendue. Sur la bande, il y a un gel de 6 secondes où le juge apparaît soudainement en plein mouvement. Un régisseur a déclaré plus tard qu'ils avaient dû couper 3 pages du scénario. Ils n'avaient plus le temps. Mais NBC a gardé les rires. C'était trop brut, trop réel pour être coupé. C'était si fort que l'équipe de Chico and the Man, dans le studio d'à côté, a cru que quelque chose avait explosé. Mais sous tout ce chaos, il y avait un message. La colère de Fred au tribunal n'était pas qu'une blague. Sa réplique sur le fait qu'un homme noir n'a aucune chance n'était pas une fiction. En 1973, 62% des contraventions dans les quartiers noirs étaient infligées à des conducteurs noirs. La moyenne à l'échelle de la ville n'était que de 24%. Et le tacle de Tarzan n'était pas non plus aléatoire. Les films de Tarzan de MGM ont duré des décennies. Dans la plupart d'entre eux, les personnages africains étaient des figurants silencieux ou des porteurs. La réplique de Fred n'a pas seulement piqué, elle a pointé du doigt. Les critiques l'ont appelé plus tard de l'humour méta, caché à la vue de tous. Mais il était difficile d'entendre le message à travers les rires. Derrière tout cela se tenait Red Fox. Il ne voulait pas que la réplique soit modifiée. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre la prononce. Il a dit au producteur « Je peux le faire. Oh, ça, vous ne le pouvez pas. » C'était sa règle, et quand NBC a fait pression, il a menacé de partir. Il a même appelé le révérend Jesse Jackson. Jackson a prudemment dit « D'accord, seulement si le message est clair. » Les avocats disaient
NBC ont rédigé des dérogations au cas où les annonceurs se retireraient. Colgate Palm a déplacé sa publicité vers la deuxième moitié, mais personne ne s'est retiré complètement. Et parce que Fox a gagné cette bataille, quelque chose de grand a changé. Pour la première fois, un acteur noir principal de la télévision a annulé les capteurs sur le langage racial. Dès le début, la salle des auteurs ressemblait à une erreur. 36 des 38 auteurs étaient blancs et Red Fox l'a vu. Il l'a entendu dans le dialogue, l'a senti dans chaque scénario. Parfois, il arrêtait simplement la répétition à froid. Il prenait le scénario, arrachait une page et criait « Les Noirs ne parlent pas comme ça ». Une fois, la réplique faisait que Fred se vantait d'acheter des chemins de fer au Monopoly. Fox n'en voulait pas. Il n'était pas silencieux non plus. Cette année-là seulement, l'équipe a dû jeter ou réécrire 18 scénarios terminés. Cela a coûté 415 000 $ au studio. Bud Yorkin et Norman Lear ont essayé de soutenir leur équipe, mais la tension est devenue si forte que NBC a embauché Gan Farmer juste pour réécrire le dialogue avant l'enregistrement, juste pour que ça sonne noir. Ce n'était pas un titre de poste, c'était une gestion de crise. Les gens en parlent encore aujourd'hui dans les séminaires sur la diversité parce que c'est ce que c'était, une guerre pour savoir qui a le droit d'écrire la vérité. Puis, Paul Mooney est entré. C'était en 1973 et il est arrivé comme le feu. Son travail, rendre ça réel, rendre ça noir, rendre ça effrayant. Il avait été clown de cirque. Maintenant, il écrivait des répliques qui pouvaient incendier tout le studio. Dans l'un de ses premiers brouillons, Fred Sanford se tourne vers un policier blanc et dit « Garçon, tu as de la chance que ce ne soit pas le Mississippi. » Les normes et pratiques l'ont immédiatement signalé. On dit que c'était une menace. NBC a dit « Coupez ». Mooney ne l'a pas fait. Il l'a écrit encore et encore, 3 fois, jusqu'à ce que Fox le glisse finalement dans une prise et ose les couper. La chaîne a paniqué. Et si les stations du Sud abandonnaient l'émission? Un appel de colère de Jackson ou de Birmingham pourrait leur coûter 150 000 $ par espace publicitaire. Mooney n'a pas bronché. Il a fait des blagues à ce sujet. A dit que Fred pourrait être lynché pour moins cher au sud de la ligne Mason-Dixon. Cette réplique n'a jamais été diffusée dans l'émission, mais le risque était toujours présent. Et une fois que cela a été clair, les capteurs ont commencé à suivre chaque mot que Mooney écrivait. Puis, vint la bombe. Le 20 septembre 1975, Red Fox ne s'est tout simplement pas présenté. Les caméras étaient prêtes. L'équipe attendait. Rien. Des heures plus tard, son avocat s'est présenté avec une lettre de demande. Il voulait 25 % de l'émission, la propriété, l'argent de la syndication et une augmentation de salaire de 19 000 à 25 000 $ par épisode. Tandem Productions a riposté durement. Ils l'ont frappé avec une poursuite, 10 millions de $, la plus grande poursuite civile jamais déposée contre un acteur de télévision. Les journaux affirmaient qu'il avait exhibé un revolver à manche de nacre sur le plateau, que la fermeture avait coûté à NBC 300 000 $ de recettes publicitaires. Il ne bluffait pas. L'émission était numéro 2 à la télévision, attirant 25 millions de téléspectateurs par semaine. C'était environ 18 % de tout le vendredi soir de NBC. Avec la disparition de la star principale, ils ont précipité des réécritures. Grady, joué par Whitman Mayo, a pris la relève. Cela leur a donné du temps. Cela a quand même coûté 20 000 $ d'heures supplémentaires. L'impasse a duré 6 semaines. À la fin, la facture d'assurance a augmenté de 40 %. Et puis, il y a eu la fenêtre. Cela semble petit, mais c'est devenu une affaire. Le stage 3 à NBC Burbank était une boîte. Pas de ces états de fenêtre, pas ça de soleil. Red Fox détestait ça. Il était claustrophobe. Il a supplié pour une nouvelle loge, une avec une fenêtre, juste une qui s'ouvre. NBC a dit non. Il a dit « Très bien, je terminerai la saison depuis ma maison à Vegas. » Les allers-retours ont duré assez longtemps pour que quelqu'un écrive un épisode à ce sujet.
En 1977, Fred Meets Red a été diffusé. Red Fox jouait son propre rôle, le faux film, à l'intérieur de l'émission. Il s'appelait Windows are a Pane in the Glass, un clin d'œil géant à la vraie bagarre en coulisses. Fox a même garé une Rolls-Royce à l'extérieur du studio. Un rappel, il n'avait pas besoin d'eux. Une fenêtre aurait coûté 3 800 $. C'est tout. Mais cela a pris 6 semaines. NBC lui a finalement donné une remorque. Depuis sauce, depuis de lumière, son nom peint en or. Mais le vrai chaos est arrivé à l'antenne. 12 janvier 1973. L'épisode était Mama's Baby, Papa's Maybe. Tante Esther entend la vérité sur le père d'un enfant et explose. Luanda Page a regardé droit devant et elle a dit « Qu'avez-vous dit? » N-word. C'est ce qui a été diffusé sur la côte Est. NBC l'a laissé passer, mais les téléphones des affiliés se sont allumés. Les normes et pratiques sont entrées en mode panique. Pour le flux de la côte Ouest, ils ont précipité une coupure, remplacé le mot par idiot. Au moment où les rediffusions sont arrivées, en 1976, les monteurs avaient coupé 18 secondes de la scène. Ils ont bouclé son visage choqué pour couvrir le saut. C'est tout ce que la plupart des gens ont jamais vu. La vraie ligne survit sur une vieille bande de 2 pouces enfermée au Poly Center. Aucune copie autorisée. Puis il y a eu l'épisode du mariage. 4 février 1972. Voici la mariée. Voilà, la mariée. Le mariage de la montre s'effondre. Mais Fox voulait plus de chaleur. Lorsque les beaux-parents blancs sont entrés, Fred a murmuré. « Regardez ce tas de jive honkies et de fantômes. Je parie qu'ils ont apporté leur propre couvert. » Le public a haleté. Kodak et Chevrolet regardaient toujours. Ils ont appelé NBC avant même que l'émission ne soit terminée. En 1973, toute cette scène de 31 secondes avait disparu. Coupé net. Vous pouvez toujours voir le saut dans les versions américaines, mais au Royaume-Uni, le kinoscope n'incluait pas la modification. Les rediffusions britanniques sont fluides, sans interruption. Les pirates ont mis la main sur une bande de répétition. 3 prises, chaque version plus méchante que la précédente. La censure ne s'est pas arrêtée là. À la fin des années 90, TV Land a promis des épisodes originaux, mais ils ont signalé 47 émissions de Sanford & Son pour des modifications obligatoires. Les ingénieurs ont flouté les bouches, mis en sourdine les punchlines. Certaines scènes se sont juste estompées. 4 épisodes avaient des génériques qui défilaient près de 2 minutes plus tôt. Les fans l'ont remarqué. En 2003, ils ont commencé à comparer les enregistrements VHS aux coupures de TV Land. Un gars a fait le calcul. Sur un marathon d'un week-end, 42 minutes avaient disparu. TV Land a fait un communiqué de presse. 2 lignes ont blâmé les contraintes de temps. N'a jamais admis que les modifications étaient raciales. Un épisode a vraiment fait peur à NBC. The Card Sharps. 15 mars 1974. Fred est assis dans une salle d'audience, regarde autour de lui et dit « Mec, il y a assez de non-princes ici pour filmer Tarzan. » Le public a ri, puis s'est arrêté. Quelques secondes de silence de mort. En un jour, 2 grands annonceurs, R.J. Reynolds et American Home Products, ont menacé de retirer 3 millions de dollars de publicité. Le président de NBC s'est monté au téléphone. Mode crise. Ils ont parlé d'annuler l'émission. L'accord final. Plus d'insultes, des excuses écrites. Des notes internes de 2012 ont confirmé que le contrat avait été mis à jour. Une clause d'insulte raciale, tolérance zéro. À l'avenir, le débat a divisé le pays. En 1975, le magazine Ebony a déclaré que l'émission était audacieuse, qu'elle tendait un miroir, qu'elle avait ri du racisme à mort. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Alvin Buzan a déclaré à PBS que trop d'humour de ce genre peut verrouiller le stéréotype. La NAACP de Los Angeles a boycotté une rediffusion en 1976.
The Village Voice a riposté, la qualifié de la seule sitcom qui laissait la colère noire exister sans l'adoucir pour le confort des Blancs. Les universitaires ont fait les calculs. Au cours des 5 premières saisons, ils ont compté 113 insultes, 78 visant les Blancs, 22 les Latinos, 9 les Asiatiques, 4 étaient anti-lac, et cela n'a fait que rendre les gens plus bruyants. Red Fox était-il un miroir ou un masque? Démolissait-il les stéréotypes ou en portait-il un? La vérité est que l'émission a tout changé, mais cela a coûté quelque chose. Beaucoup d'argent, beaucoup de nerfs et beaucoup de vérités qui ont été coupées, floutées, coupées ou effacées. En mai 1967, quelque chose d'incroyable s'est produit. ABC a agité un énorme contrat de 2,5 millions de dollars devant Red Fox. Et juste comme ça, il a quitté NBC sans même le dire à sa co-star Damon Wilson. NBC l'a appris grâce à un titre du magazine Variety. Pas de Fox, pas de son agent, de la presse. Wilson était sur le plateau 31 quand il l'a entendu et il a explosé. Les gens se souviennent encore de lui en train de s'éloigner en criant « Il ne m'a même pas appelé, mec !» Sa dernière scène, dans Sanford and Son, enregistrée le 3 mars 1977, se termine avec Fred qui embrasse l'amante. Tout le monde pensait que l'émission reviendrait après une courte pause. Personne ne s'est rendu compte que c'était un au revoir. The Red Fox Comedy Hour d'ABC a été diffusé en septembre, juste en face de The Waltons. Après seulement 3 semaines, les codes d'écoute ont atteint un bas niveau de 13,9. En janvier 1978, c'était qu'il a fini, mais les fissures avaient déjà commencé à apparaître avant que Fox ne parte. En 1972, Sanford and Son avait une cote d'écoute massive de 25,2 et s'est classée 6e. À 2 reprises, elle a atteint la 2e place. Mais lors de la saison 6 en 1976 et 1967, les cotes d'écoute étaient tombées à 20,3. C'était une perte de 5 points et de plus de 5,8 millions de foyers. NBC a paniqué et a déplacé l'émission au mardi à 20h, juste pour une semaine. Ce fut un désastre. Pour la première fois, Sanford and Son est sorti du top 10, atterrissant à la 27e place. Les annonceurs ont remarqué que un spot de 32 secondes est passé de 120 000 $ à seulement 77 000 $. Cette seule saison a coûté à NBC environ 11 millions de dollars. En coulisses, Red avait déjà manqué 9 épisodes en raison de différents salariaux, et les auteurs recyclaient d'anciens scénarios britanniques de Stato and Son. En 1980, NBC a essayé de ramener la magie avec un redémarrage simplement appelé Sanford. Ils ont offert à Damon Wilson 25 000 $ par épisode pour revenir. C'était le double de ce qu'il gagnait en 1977. Il a quand même dit non. Il n'a jamais pardonné à Fox d'être parti sans un mot, et il était en colère à propos des redevances impayées. Les producteurs ont donc fait disparaître l'amante. Ils ont dit qu'il était parti travailler sur l'oléoduc de l'Alaska et l'ont remplacé par Cal Petty, un grand Texan joué par Dennis Berkeley. Mais les fans n'ont pas marché. The New Sanford a été diffusé pour la première fois le 30 mars 1980 avec une cote d'écoute de 18,1. Elle est tombée en dessous de 14 à Noël. NBC a brûlé les 7 derniers épisodes à l'été 81. Seuls 19 ont été diffusés. Ce n'était pas la seule tentative ratée. Il y a eu 3 spin-offs au total. Sanford Arms a été lancé en septembre 1977. Pas de Fox, pas de Wilson, juste une maison d'hôtes. Il a diffusé 4 épisodes, a obtenu un faible score de 11,5 et a disparu le 4 octobre. Puis vint Sanford en 1980, dont nous venons de parler. Enfin, en 1986, ABC a donné à Red une dernière chance avec le Red Fox Show. Cela a bien commencé avec 16,2 millions de téléspectateurs, mais à l'épisode 6, il était tombé en dessous de 10 millions. Ils l'ont annulé après 12 épisodes, dont un n'a même jamais été diffusé. Au total, ces 3 émissions ont produit 35 épisodes.
La diffusion originale en comptait 136. Rien ne pouvait remplacer la magie que Fox et Wilson avaient ensemble. Puis vint le moment le plus déchirant. Le 11 octobre 1991, Red Fox répétait une scène pour The Royal Family de CBS. Il a attrapé une chaise, a dit « Allez chercher ma femme » et s'est effondré. Tout le monde a cru que c'était l'une de ces célèbres fausses crises cardiaques. Ils ont ri, mais ils ne jouaient pas la comédie. Les ambulanciers sont arrivés en 10 minutes, mais il était trop tard. Ilassah a été déclaré mort à 19h45 au Hollywood Presbyterian Medical Center. Il avait 68 ans. À un moment donné, il gagnait 4 millions de dollars par an. À sa mort, il devait 3,6 millions de dollars à l'IRS. Eddie Murphy est intervenu et a payé les funérailles. CBS a diffusé une carte d'hommage qui disait « Vous ferez toujours partie de la famille ». Mais les codes d'écoute ne sont pas revenus. La famille royale s'est terminée après une seule saison. Une pièce de ce vieux monde a cependant survécu, le camion. Ce Ford F1 bleu délabré de 1951 est devenu sa propre légende. NBC l'avait acheté en 1971 pour seulement 350 $. Au moment où Sanford & Son s'est terminé, il avait du courrier de fans et sa propre place sur la feuille d'appel. En 1977, Universal l'a mis aux enchères à Van NY. Les enchères ont commencé à 500 $. Un collectionneur nommé Bill Mills l'a remporté pour 3500 $. C'est 10 fois l'enchère de départ et environ 17 000 $ en argent d'aujourd'hui. Le compteur kilométrique indiquait 93,67 miles. Les logos de Sanford & Son étaient toujours là. On pouvait encore sentir la fumée de cigares à l'intérieur. Un comptable du studio a plaisanté en disant que la marge bénéficiaire de la dernière saison du camion était plus importante que les rayons de n'importe quel acteur. Milks ne l'a pas gardé longtemps. En 1980, il a reçu un appel d'un ferrailleur d'Argos, dans l'Indiana. Donald Dimmitt voulait un panneau d'affichage sur roue. Alors, le camion a parcouru 2000 miles vers l'est avec son moteur V8 d'origine. Dimmitt a ajouté une porte de grange rouge pour un haillon et a utilisé le camion comme n'importe quel autre. Il a même transporté des charges complètes de ferraille d'1 tonne au-delà de sa capacité de demi-tonne. Les habitants le voyaient si souvent que les écoliers appelaient l'endroit Sanford North. En 1995, la charnière de la porte côté conducteur s'est cassée. Au lieu de la réparer, Dimmitt l'a soudée fermée. Le personnel devait monter du côté passager. Cet accessoire hollywoodien fait pour ressembler à de la ferraille a passé 34 ans à transporter de la vraie ferraille. Neige, pluie, rouille. Personne ne s'est rendu compte que c'était de l'histoire. Cela a changé en 2013. Les concessionnaires automobiles Tim Franco et Jeff Kanner ont retrouvé le camion. Ils ont essayé de l'acheter 2 fois, mais Dimmitt a dit non. Puis, un soir, ils l'ont vu sur eBay. La date limite était minuit. À 10h02, le 18 janvier 2014, ils ont remporté l'enchère pour 11 300 $. Ils ont conduit 215 km pendant la nuit pour l'obtenir avant que Dimmitt ne puisse changer d'avis. Au cours des 8 mois suivants, ils ont tout démonté. Ils ont sablé 17 bèves de sel de voirie, reconstruit le plateau en chêne et trouvé la couleur exacte de la peinture NBC de 1971. Ils ont même copié le lettrage en agrandissant une image de l'émission. Le camion restauré a fait ses débuts en novembre au 90e Center de Cleveland. Damon Wilson lui-même l'a signé sous le capot. Le camion à ordures était de retour sous les projecteurs. Et encore un secret caché à la vue de tous. L'émission disait que la case de Fred était au 914 South Central Avenue à Watts. Mais ce n'était qu'une histoire. Les vraies photos provenaient d'un petit bâtiment en stock à North Hollywood, au 5659 Magnolia Boulevard. C'est à plus de 16 miles de là. Les producteurs l'ont choisi parce que l'allée avait l'air correcte et qu'aucun bâtiment moderne n'entrait dans le cadre. Chaque scène extérieure a en fait été filmée sur un plateau à Burbank, avec une fausse ligne d'horizon qui mesurait 22 pieds.
de haut et a coûté 15 000 à construire. Vous pouvez repérer l'astuce si vous regardez de près. Des palmiers dépassent au-dessus de la clôture dans la saison 3, mais personne ne l'a remarqué. Les téléspectateurs l'ont cru. Personne ne vérifiait les codes postaux de Los Angeles un vendredi soir. Le meilleur, ce même bâtiment a fait une apparition surprise dans une autre émission. Seulement 4 mois après que Sanford & Son ait terminé sa première saison, le même endroit est apparu dans un épisode d'urgence appelé Crash, un incendie dans une usine de plastique. La même porte que Lamont utilisait a été défoncée par les ambulanciers Johnny Gage et Roy Dotto. Ils ont tourné les 2 émissions sur le même terrain avec la même équipe dans le cadre de l'accord de studio partagé d'Universal. Un lieu, 2 mondes. Personne ne s'en souciait. Personne n'en a même parlé. Ils ont juste repeint le panneau de Fred, ajouté des machines à fumer et ont continué à faire tourner les caméras. Cela leur a permis d'économiser 4 000 $ de frais de plateau. Juste une autre astuce hollywoodienne qui a en quelque sorte fonctionné.